Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumin et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le thème « Prouver statistiquement que 2 plus 2 font 5 ». Lorsque nous avons commencé à étudier la science économique, nous pouvions croire que la science économique tenait dans la connaissance des faits et des institutions, dans leur explication. Mais parfois on constatait qu'il suffisait de citer des chiffres pour avoir l'air compétent dans le domaine. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas très bien les chiffres parce qu'on n'en a pas besoin pour savoir comment ça marche, ni ce qu'il faudrait faire. Au bout d'une dizaine d'années, nous avons appris en fait que la théorie économique n'est pas et ne peut pas être une science expérimentale. Nous avons compris qu'elle était une science purement logique, purement rationnelle, pour autant que on rend synonyme logique et rationnel ce qui peut être objet de discussion parmi les puristes. Mais bien évidemment, contre cette logique-là, on voit se dresser sans arrêt de soi-disant experts qui n'hésitent pas à dire des absurdités en économie. Pire encore, ils en arrivent à prétendre réfuter des propositions logiques, rationnelles, au nom d'une prétendue observation, au nom de chiffres, au nom de statistiques. Alors c'est ça qu'on a décidé d'appeler je prouve statistiquement que 2 plus 2 font 5. Il y a dans la grande bibliothèque de la sophistique étatiste, il y a toute une aile, je devrais dire tout un bâtiment qui est réservé au principe je prouve statistiquement que 2 et 2 font 5. L'absurdité du socialisme a été prouvée dès le départ, dès qu'on l'a inventé dans les années 1830, et la réponse standard du socialisme, ça a été d'opposer une prétendue expérience à la logique qui démontrait l'absurdité de ce socialisme-là, et depuis on a construit d'immenses bâtiments bourrés de statistiques prétendant prouver des choses dont on sait a priori qu'elles sont absurdes. Alors on peut donner un certain nombre d'exemples. Alors on se limitera à 3 exemples. Le premier, porte sur le raisonnement le plus simple qui existe en théorie économique, qui est le Pontosane pour les économistes, qui est le raisonnement démontrant l'absurdité et le caractère essentiellement destructeur du protectionnisme, qui est un raisonnement comptable, aussi vrai que 2 et 2 font 4, justement, et aussi vrai que 2 et 2 font 4 parce que ça n'est qu'une conséquence du fait que 2 et 2 font 4. Ça consiste à employer des statistiques d'emploi ou d'activité industrielle pour soi-disant réfuter les thèses libre-échangistes et de les vitupérer comme autant comme un dogmatisme religieux, simplement parce que les gens qui ont véritablement compris cette démonstration ne peuvent pas renoncer à croire que 2 et 2 font 4, du moins dans un contexte où la vérité a un intérêt quelconque. La démonstration libre-échangiste prouve de la manière la plus simple que le protectionnisme, en interdisant les échanges avec l'étranger, interdit à des gens d'acheter moins cher ce qu'ils sont obligés d'acheter plus cher sur le territoire national, en conséquence de quoi l'ensemble des résidents est obligé d'acheter plus cher ce qu'ils pourraient acheter moins cher ailleurs, et l'effet comptable du protectionnisme, c'est donc d'appauvrir l'ensemble des pays, toutes choses égales par ailleurs, de manière immédiate, automatique, certaine et universellement vraie. Un complément un peu plus compliqué de cette sophistique protectionniste concerne une confusion entre les effets de l'incertitude et les effets de ce qu'on pourrait appeler l'ajustement aux conditions connues à un moment donné, et ce sophisme consiste à attribuer au libre-échange des pertes, c'est-à-dire des pertes
nature, par définition, pour quiconque a compris la distinction entre ce qui relève de l'incertitude et ce qui n'en relève pas, ne peut être dû qu'à l'incertitude. En d'autres termes, attribuer au libre-échange des pertes, c'est se tromper de catégorie, c'est attribuer à un choix institutionnel ce qui ne peut être dû qu'à des changements qui ont été mal prévus et qui, à ce titre d'ailleurs, ne peuvent pas faire l'objet d'une prévision théorique, parce que ou en tout cas pas d'une prévision théorique exacte, parce que dans la mesure où les pertes reflètent la mauvaise qualité des prévisions des entrepreneurs, on ne peut pas connaître a priori les prévisions en question. On ne peut que faire des hypothèses grossièrement probabilistes sur la mauvaise qualité, plus ou moins bonne qualité des prévisions en question, et on ne peut pas dire tel ou tel changement institutionnel va forcément engendrer tel montant de pertes, parce que si on ne peut évidemment pas prévoir, que tout le monde prévoira correctement les effets d'un changement institutionnel, on peut imaginer des circonstances dans lesquelles ces effets-là seraient suffisamment prévisibles pour que les gens n'aient pas l'idée stupide d'investir dans des activités condamnées. Le problème, c'est qu'il n'y a que les technocrates qui soient certains de savoir dans quel type de production il faut se spécialiser et qui se croient autorisés à donner des leçons à d'autres en la matière. Et à ce propos, on ne va pas développer le point, mais on laissera de côté le concept à la mode parmi certains économistes aujourd'hui, qui est celui d'asymétrie de l'information. Au terme de l'asymétrie de l'information, eh bien, certains feraient des gains évidents et d'autres feraient des pertes évidentes, laissant de côté ce cas de figure. C'est parfaitement scandaleux de raisonner de la sorte. Exactement. Car d'une situation qui est connue de tous, il ne peut pas résulter des pertes ni des gains certains. Ça, c'est une chose dont tous les économistes sont censés savoir. Il y a la blague des deux économistes qui se promènent dans la rue, et ils voient par terre un billet de 100 francs. Il y en a un qui se penche pour le ramasser, l'autre dit attention, ça ne peut pas être un billet de 100 francs, parce que si c'était vraiment un billet de 100 francs, quelqu'un d'autre serait déjà passé pour le ramasser. En d'autres termes, l'économiste sait que le profit, quand il se présente, a vocation à disparaître le plus vite possible, et c'est le fondement de la théorie financière. Alors venons au deuxième exemple, celui de l'inflation. Parce que certains, notamment Georges Lannes, a connu de soi-disant économistes qui prétendaient expliquer l'inflation en se ruant sur des statistiques de prix, au lieu d'essayer de réfléchir à ce qu'on pouvait savoir a priori sur le phénomène, et notamment ce que les autres avaient écrit sur la question depuis le Moyen-Âge. Et on a eu des livres écrits dans les années 70, où non seulement on nous expliquait que l'inflation était un phénomène sociologique dû à des conditions politiques très particulières, plus ou moins liées à la lutte des classes, plus ou moins liées à des habitudes culturelles, voire à des refoulements freudiens, et alors que les économistes savent depuis, le XIIIe siècle, depuis que finalement on a eu des excès de monnaie sur les marchés, que une hausse générale des prix non seulement n'est possible, mais n'est possible que si la quantité de monnaie augmente, mais qu'il est vraisemblable que une augmentation de la quantité de monnaie, toute chose égale par ailleurs, va produire une augmentation générale des prix. Et troisième exemple, il faudrait quand même souligner à propos de l'inflation que on en parlera tout à l'heure, la notion, le parti pris de s'intéresser uniquement aux chiffres sans faire une réflexion préalable, conduit à des explications causales qui sont complètement absurdes du point de vue logique, qui
sont des explications circulaires. Mais on en parlera tout à l'heure. Le troisième exemple, c'est le négationnisme de l'effet de l'affaire en matière fiscale. Le négationnisme de l'effet de l'affaire en matière fiscale voudrait nous faire croire que lorsque les gens sont assurés de voir amputer les fruits de leurs efforts, de se voir voler les produits de leurs investissements, eh bien, ça ne changerait rien à leur choix d'investissement. Ils continueraient d'investir comme si de rien n'était. Et ce négationnisme prétend s'autoriser de prétendues observations, alors que d'autres études statistiques montrent très bien que pour la plupart des impôts qui ont fait l'objet d'une baisse, la baisse des impôts correctement choisie a conduit à une hausse des recettes fiscales. Ces gens-là prétendent que cet effet-là soit ne se produirait pas du tout, soit ne se produirait que dans les circonstances dans des pays étrangers, dans des circonstances étrangères à la situation française. L'exemple de ce négationnisme est d'ailleurs associé en l'espèce à une fausse déduction, à ce que les logiciens appellent un non sequitur, qui prétend déduire d'une prétendue observation des statistiques d'inégalité sociale la prescription politique qui inviterait à redistribuer, c'est-à-dire en l'espèce à voler les riches, soi-disant au profit des pauvres. Il y a une double caractéristique dans le pseudo-expérimentalisme appliqué à la pensée sociale. La première caractéristique, ça consiste à nier, à prétendre réfuter au moyen de statistiques des propositions qui sont logiquement vraies en théorie économique, et la deuxième consiste à invoquer des statistiques sans que le lien logique puisse en aucune manière être établi, mais c'est vrai aussi dans le premier cas, prétendre en déduire des prescriptions de politique économique et sociale qui logiquement n'en découlent pas et ne peuvent pas en découler. Il y a dans l'imposture pseudo-expérimentaliste une double faute de logique. La première consiste à refuser de voir que la théorie économique ne se prête pas au test statistique. En tout cas, certaines théories économiques ne se prêtent pas au test statistique. L'exemple le plus simple qu'on a donné, c'est le libre-échange, puisque c'est une question de simple algèbre à la portée d'un élève de 5e et complètement indépendant de l'observation. Et puis la deuxième faute de logique consiste à prétendre tirer une justification d'une politique quelconque, d'observations chiffrées, qui en elles-mêmes ne peuvent en aucune manière conduire à d'autres conclusions que descriptives, c'est-à-dire elles ne peuvent que décrire une certaine réalité, et encore, quand on parle de statistiques d'inégalité, en général on ne tient pas compte du fait que si la distribution statistique des revenus peut rester la même, voire devenir plus inégale au cours du temps, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes personnes qui sont en cause. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien être statistiquement parmi les pauvres à un certain moment et s'enrichir réellement au cours du temps. Ils seront remplacés par d'autres, mais le statisticien qui ne réfléchit pas, et le statisticien qui ne réfléchit pas est l'objet de notre étude, on déduira que ce sont toujours les mêmes qui sont restés pauvres. Alors, pour terminer ce préambule un petit peu plus long que d'habitude, on dira que tous les charlatans à quoi nous venons de faire allusion ont des points communs. Ils emploient des chiffres pour soi-disant prouver des propositions dont le raisonnement logique, le bon sens systématique établissent évidemment l'absurdité, ou alors, ce qui est logiquement équivalent, ils méconnaissent des vérités essentielles qui sont aussi vraies que 2 et 2 font 4, et pour les mêmes raisons, dont le fait qu'elles en sont parfois déduites. Et ce bref résumé est celui de la question que nous allons maintenant développer en 3 points, je dirais,
argumenté, à savoir que 2 et 2 ferait 5. Alors les trois lignes directrices sont les suivantes. Tout d'abord, nous allons évoquer les vérités logiques en matière de production et de justice. Ensuite, nous allons évoquer les formes du charlatanisme pseudo-expérimentaliste en économie. Et enfin, nous arriverons au cercle vicieux du charlatanisme. Le charlatanisme en question. Alors tout d'abord, les vérités logiques en matière de production et de justice. Les vérités logiques en matière de production et de justice? Eh bien parce que quand vous avez passé l'âge de raison, ces vérités vous apparaissent évidemment, et puis après on vous lave le cerveau dans une propagande socialiste qui vous habitue à faire comme si ces vérités-là n'existaient pas. Et je dirais même, il faut de longues années de réflexion pour retomber dessus, une fois que vous avez choisi de chercher la vérité en la matière. Alors, ces vérités, on va en faire une petite liste, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas définitive, elle est là pour rappeler simplement ce qu'on peut logiquement déduire de la nature du sujet quand on commence par réfléchir à ce qu'on pourrait éventuellement savoir avant de faire des observations. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'une fois qu'on les aura exposés, tout le monde les comprenne ou sache en tirer les conséquences. C'est pour ça on peut inviter les gens qui ne les auraient pas comprises, ou même qu'elles choqueraient, ou qui n'en tireraient pas, en tout cas qui n'en tireraient pas forcément toutes les conséquences, à les garder à l'esprit pour le jour où ils auront découvert, où ils auront compris que ces vérités-là sont importantes. Ou à nous poser des questions, le cas échéant. Alors la première vérité essentielle, c'est la raison d'être de l'économiste, qui est là au départ pour distinguer les actes productifs des actes destructeurs, c'est que la violence est nécessairement destructrice. La violence est nécessairement destructrice par définition. Et que par conséquent, elle ne peut régler les problèmes économiques que si elle détruit des destructeurs, et non pas des producteurs. Et si on cherche à utiliser la violence pour régler des problèmes économiques aux dépens de gens qui ne sont pas des destructeurs mais des producteurs, on ne peut qu'aggraver les problèmes économiques. Alors moi, ça me fait penser évidemment à tout ce que les prétendus services publics tentent de faire, toute l'usurpation du pouvoir social, notamment par la sécurité sociale et autres organisations criminelles, dont la raison d'être est d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent avec ce qui est à eux, dans l'idée qu'on fera mieux qu'eux avec ce qui est leur propriété. La deuxième vérité logique, qui est si bibliquement simple que souvent on l'écarte comme évidemment trop simpliste, le simplisme étant l'argument de ceux qui n'en ont aucun, c'est que l'échange est par définition productif, parce qu'on donne plus de valeur à ce qu'on reçoit en échange qu'à ce qu'on donne en échange par définition, sinon on ne ferait pas l'échange. Donc l'échange est par définition productif, et l'interdire, c'est détruire la production. Et nous revenons à notre bon vieux protectionnisme de tout à l'heure. Le protectionnisme est une interdiction d'échanger, le protectionnisme est donc destructeur, et cette destruction-là explique ce que le raisonnement comptable illustre, à savoir que l'appauvrissement qui en est automatiquement. Alors ce point, je fais une petite parenthèse, ce point est tout à fait important. L'échange est productif et ce fait a été caché jusqu'à grosso modo la décennie 60 par ce qu'on appelle l'économie officielle, qui faisait... 1860 ou 1960 1960. Oui, n'exagérons rien. Ça se trouve aussi chez Frédéric Bastiat. Non, qui faisait l'hypothèse que les coûts d'échange n'existait pas, que les coûts d'échange étaient égaux à zéro. Quand on parle de l'échange productif, implicitement, on fait intervenir l'activité d'échange. L'échange est une activité comme une autre, et rien ne justifie de faire cette hypothèse qu'il n'existe pas, là je fais un anglicisme, de coût de transaction. Oui, mais ça, ces hypothèses-là, c'est trop compliqué. Ça introduit des éléments, ça introduit
à côté d'un raisonnement qui est vrai a priori, des considérations dont les pseudo-expérimentalistes vont se saisir pour détourner l'attention. Entièrement d'accord. Le pseudo-expérimentalisme en économie, pour le principe, je prouve statistiquement que 2 et 2 font 5, c'est essentiellement un leurre. C'est le chiffon rouge qu'on agite devant les gens pour les détourner de la vérité essentielle qu'on ne veut pas qu'ils voient. La vérité, c'est que l'échange est productif, et on pourrait même dire que l'action est productive en elle-même, dans la mesure où l'action vise à réaliser un état que l'on juge préférable à celui qui existait avant l'action. L'action volontaire est productive en elle-même, sauf lorsqu'elle consiste à voler. C'est pour ça qu'on est obligé d'introduire une distinction entre l'action productive et l'action prédatrice, parce que du point de vue économique, l'action prédatrice s'en prend à une production qui a déjà eu lieu, qui a été faite par quelqu'un d'autre, et qui, pour la production, est elle-même perdue. Si on ne fait pas cette distinction, il n'y a plus de biture camembert, il n'y a plus de démonstration qui prouve que l'action prédatrice, en tendance, détruit tout ce qu'elle vole. Et à l'extrême, Ludwig von Mises, dans l'action humaine, en arrive à dire que l'action humaine est, à l'extrême, un échange. Toute action humaine tient dans un échange. Oui, on peut réduire l'échange de l'action et l'action à l'échange volontaire. Troisième vérité essentielle qui nous ramène à la notion de profit, c'est le profit qui guide l'action volontaire. On agit si ça en vaut la peine, et on n'agit que si ça en vaut la peine, et par conséquent, si quelqu'un d'autre confisque les résultats de l'action productive, cela décourage de produire. C'est la réponse aux négationnistes de l'effet à l'affaire, qui sont en même temps des sophistes en matière de philosophie politique. Et il s'agit d'opposer cet argument à l'argument qu'on entend en permanence ces derniers temps, des incitations. Il ne s'agit pas d'être incité par qui que ce soit. Non, mais la notion d'incitation, c'est une conception paternaliste. C'est le renard dans le poulailler. François-René Rideau m'a donné à lire récemment un de ses textes sur le renard dans le poulailler. J'avais écrit pour Jacques Carrello en 1987 un article qui s'intitulait Le renard dans le poulailler, qui disait essentiellement que le plus grand prédateur, c'est l'homme de l'État. Et que par conséquent, parler de renard dans le poulailler à propos de la concurrence et de la liberté d'entreprendre, c'était confondre le pouvoir économique et le pouvoir politique. La remarque de François-René Rideau, c'est que cette notion de poulailler appliquée aux êtres humains que nous sommes traduit bien l'attitude des hommes de l'État vis-à-vis de leurs victimes. Car pour eux, nous sommes les poules, et eux sont les propriétaires, et ce sont eux qui nous égorgent, et ce sont eux qui nous prennent nos œufs. En conséquence de quoi, la remarque du renard dans le poulailler non seulement implique une confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, mais traduit en réalité l'attitude des hommes de l'État vis-à-vis des voleurs privés, à savoir qu'ils les considèrent essentiellement comme des concurrents dans l'exploitation et dans la prédation. Donc, on n'agit que si ça en vaut la peine, et donc toute confiscation des résultats de l'action productive décourage de produire. Et une conséquence du fait qu'on agit jusqu'à ce que ça n'en vaille plus la peine, c'est que le profit, les occasions de profit disparaissent à la suite des efforts qu'on fait pour en tirer parti. Il n'y a pas de profit certain. Aucune institution et aucune politique ne peut en elle-même profiter à personne, même si l'argent public finit toujours dans des poches privées. Le fait que l'action étatique, que la politique économique et sociale ne peut en elle-même profiter à personne, c'est une des choses les moins comprises des gens qui n'ont pas compris cette distinction dont on parlait tout à l'heure, des effets qui résultent de l'incertitude et des effets qui ne résultent pas de l'incertitude. Un choix institutionnel doit faire abstraction de l'incertitude. Ce que ne comprennent pas notamment les gens qui veulent faire des modèles, les ingénieurs qui veulent faire des modèles pour reproduire plus ou moins approximativement le fonctionnement de la société, c'est que le raisonnement dit de statique comparative, qui consiste à comparer une situation
où telle institution prévaut et une situation où telle autre institution a été mise en place à la place de la première. Ce raisonnement de statique comparative n'est pas une simplification, ce n'est pas une étude préalable à la construction d'un modèle plus réaliste, c'est une abstraction nécessaire qui est là pour qu'on évite de confondre ce qui résulte de l'incertitude, d'un changement non prévu, d'un changement dont les effets n'auront pas été prévus, et ce qui résulte des choix institutionnels que l'on envisage. Le raisonnement de statique comparative est le seul qui soit pertinent à l'étude de la réforme économique et sociale. Les questions d'incertitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, dépendent de la qualité des prévisions. Il y a des gens qui vont profiter d'un changement institutionnel, il y a d'autres qui vont subir des pertes à la suite de ce changement institutionnel, mais cela relève strictement d'un raisonnement sur l'incertitude, ça ne dépend pas du choix institutionnel particulier qui est en cause. Et une autre conséquence, c'est ce qu'on écrit plus généralement par la loi de Bitur-Camembert, c'est que la politique économique, la politique de redistribution, car la politique économique est toujours une politique de redistribution, l'argent public finit toujours dans des poches privées, ces politiques économiques en elles-mêmes ne profitent à personne. C'est une des choses les plus difficiles à comprendre pour ceux qui ne savent pas raisonner sur l'incertitude, parce qu'il semble qu'il faille savoir raisonner sur l'incertitude pour comprendre ce qui n'en relève pas. Alors, cinquième vérité, qu'on a mentionné en passant tout à l'heure, la raison d'être des politiques économiques et sociales se réduit à la redistribution politique, puisque ce dont il s'agit, c'est de forcer les gens à faire ce qu'ils ne voudraient pas faire de ce qui est à eux. Et ce qui est équivalent, de leur interdire de faire ce qu'ils voudraient faire avec ce qui est à eux. Le but de toute politique économique et sociale, c'est l'usurpation du pouvoir des propriétaires. C'est de décider à la place des propriétaires de ce qu'on va faire de ce qui appartient à ces propriétaires. Il s'agit donc de redistribution politique. Il s'agit de mettre en cause la propriété et il s'agit d'en disposer à la place des propriétaires. Et comme la propriété naît naturellement de la production, la politique économique et sociale est toujours une redistribution, en ce sens qu'elle s'en prend toujours aux producteurs. On ne vole jamais que des producteurs, car ce n'est pas voler que voler un voleur, et il faut bien que la richesse ait été produite pour qu'on puisse la voler. C'est ce qu'on disait la fois précédente, quand on disait que pour qu'il y ait une sécurité sociale, il faut qu'il y ait une non-sécurité sociale. Pour qu'il y ait un système communiste, obscurantiste et violent, il faut des esclaves pour en supporter le poids. S'il n'y a pas les esclaves, si les esclaves se dérobent, ou s'ils ne produisent plus assez parce qu'on les a ruinés, il n'y a plus de système communiste, obscurantiste et violent. Sixième vérité logique que les économistes ont pour devoir de découvrir et de faire connaître, c'est que la redistribution politique consiste en ce que les puissants volent les faibles. La propriété du producteur étant naturellement première, la redistribution politique consistant en ce que les puissants s'imposent aux faibles, par définition, il s'ensuit que la redistribution politique vole des producteurs et donne le butin de ce vol à des prédateurs. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le mot producteur. Il ne faut pas assimiler producteur et entreprise, producteur et firme. Tout à l'heure, ce sont des individus. Oui, c'est ça. Ce sont des individus propriétaires. François Guillaume a évoqué la sécurité sociale. Le producteur qui est, meurtri par les cotisations de sécurité sociale, c'est l'employé, c'est le travailleur, c'est le producteur de services de travail. Donc la redistribution politique consiste dans le pillage des faibles par les puissants, et ce pillage des faibles par les puissants s'accompagne d'une négation de leur capacité rationnelle. Car si moi, homme de l'État, je prétends imposer ma volonté au producteur, à le forcer à faire ce que je veux avec ce qui est à lui, je nie sa rationalité. Je méconnais systématiquement les raisons qu'il avait d'en faire un autre usage que celui que je veux lui imposer. Donc je le traite comme un animal, je le traite comme une bête de somme,
Et dans le pire des cas, je traite comme un caillou, comme une matière première. C'est le vocabulaire de Ayn Rand là qui est en cause. Septième vérité, qui appartient à elle à l'ordre de la philosophie politique, c'est que voler, c'est-à-dire s'emparer du bien d'autrui sans son consentement, est la définition même de l'injustice. Parce que vous avez toutes sortes de gens qui nous expliquent que la justice consiste à voler. Ils appellent ça la justice sociale. La justice sociale, vous pouvez la sortir de toutes sortes de discours de rationalisation, toutes sortes de discours fantasmatiques sur la société idéale que vous prétendez réaliser. D'une manière ou d'une autre, quand les actes sont envisagés, quand ce qui est en cause, c'est de voir ce que l'on fait, la justice sociale consiste à s'emparer de la propriété des producteurs pour donner le butin de ce vol à des gens qui n'ont rien fait pour produire la richesse en question. En d'autres termes, la prétendue justice sociale est par définition injuste. Parce que le vol est par définition injuste. On s'en veut d'avoir à le rappeler, mais les gens à qui on a appris quand ils étaient petits que c'était très mal de voler, les gens qui enseignent à leurs propres enfants que c'est très mal de voler, quand ils se rêvent en hommes de l'État, quand ils ont eu le cerveau lavé par des années de prétendue éducation nationale, s'imaginent que ce n'est pas voler que voler quand on est un homme de l'État. Il n'y a aucune raison à cela. Voler, c'est s'emparer du bien d'autrui sans son consentement, et voler est injuste. Huitième affirmation logiquement vraie, qui appartient à la philosophie politique, et que, évidemment, tous les discours publics qu'on peut entendre méconnaissent complètement, c'est qu'un acte ne peut pas être à la fois juste et injuste. Sans arrêt, vous entendez chez des soi-disant philosophes politiques, et a fortiori chez des journalistes, des gens qui admettent simultanément une conception de la justice fondée sur l'interdiction de voler et une conception de la justice fondée sur la prétendue justice sociale et la prétendue solidarité qui implique le pillage des faibles par les puissants. Or, une définition de la justice qui est incohérente, elle n'existe pas. Si vous pouvez croire à la fois qu'il est juste et injuste de voler, eh bien vous n'avez pas de définition de la justice. Ou alors vous avez une définition dite positiviste à la Hans Kelsen et qui consiste à dire que les hommes de l'État, que tout ce que les hommes de l'État font ou autorisent est par définition juste, et que tout ce que les hommes de l'État interdisent ou ce dont ils s'abstiennent est par définition injuste. Mais la question, ça n'est que repousser la poussière sous le tapis. La question se posera de savoir pourquoi les hommes de l'État ont cette situation moralement supérieure, pourquoi ils sont des Übermenschen légaux et nous des Untermenschen légaux. Et à cette question-là, les positivistes juridiques n'ont pas de réponse, et les gens qui se soucient justement de la logique, pour qui 2 et 2 font 4 en toutes circonstances, eh bien ils vont continuer à poser la question de savoir pourquoi il faudrait que les hommes de l'État échappent à une définition commune de la morale sociale naturelle, à la définition commune de la morale sociale naturelle, et pourquoi il faudrait qu'ils échappent au jugement moral qui condamne le vol et tout ce qui s'ensuit. J'avais parlé à une autre occasion des idolâtres du chapeau, puisque il semble que les gens qui donnent automatiquement raison aux hommes de l'État croient qu'il suffit de porter sur la tête un chapeau où il y a marqué homme de l'État pour que les actes qui sont en eux-mêmes criminels cessent de l'être et deviennent une forme de justice supérieure. Vous n'êtes pas obligé de croire au chapeau magique, et et les gens qui pensent que 2 et 2 font toujours 4 ne croient pas au chapeau magique. Alors, neuvième vérité. Neuvième vérité qu'on objectera avec Hayek aux tenants de la prétendue justice sociale, c'est qu'une situation injuste ne peut pas être le résultat d'actes justes, et réciproquement. C'est-à-dire qu'une situation juste ne peut pas être le résultat d'actes injustes. Et si vous ne
n'arrivez pas à faire le lien entre la justice des actes et la justice des situations, ou si vous prétendez qu'une situation où personne n'a cherché à voler personne, et où personne n'a effectivement volé ni trompé personne, et une injustice quelconque, vous êtes dans la contradiction, c'est-à-dire dans l'erreur. Et réciproquement, si vous croyez réaliser une situation juste en volant les autres, c'est-à-dire en commettant des actes que l'opinion et la morale commune considèrent comme délictueux ou criminels, eh bien, vous êtes aussi dans la contradiction, c'est-à-dire dans l'erreur. Et ce sur quoi nous cherchons à insister ici, aujourd'hui, c'est que la contradiction est la preuve absolue d'une erreur. Que 2 et 2 font toujours 4, et que ce n'est pas les chiffons rouges qu'on agite autour de nous qui changeront quoi que ce soit au fait que 2 et 2 font 4, et qu'une situation injuste ne peut pas être le résultat d'actes justes, qu'une situation juste ne peut pas naître d'actes injustes. Enfin, Dixième vérité. Pour répondre aux négationnistes de l'effet Laffer qui prétendaient que les différences de revenus statistiquement observées justifieraient la persécution des riches, qui d'ailleurs est un procédé d'illusion fiscale, la persécution ostensible et corruptrice, qui est destinée à la fois à camoufler les impôts qu'on inflige aux pauvres, et à faire croire aux récipiendaires, aux receleurs des prétendus services publics et autres prestations sociales que ce qu'ils reçoivent serait volé à d'autres. Donc, 10e vérité, la science ne peut décrire que ce qui est. Ce qui permet de juger les politiques, quelles qu'elles soient, et donc les politiques économiques et sociales, c'est la philosophie morale, et en son sein la philosophie politique. C'est une des vérités que nous avons peut-être mis le plus de temps à découvrir, parce que on ne cesse justement de nous accabler de chiffres pour essayer de nous faire croire que la réalité sociale empiriquement constatée justifierait automatiquement telle ou telle politique. Il y a même toute une tradition qu'on pourrait appeler technocratique et qui consiste à dire la philosophie politique s'est dépassée, ce qu'il faut c'est régler les problèmes, soyons pragmatiques, soyons efficaces, et vous voyez bien que telle ou telle politique est nécessaire parce qu'il faut aboutir à tel ou tel résultat. La philosophie politique demeure la seule discipline intellectuelle qui permette de dire si un acte est justifié ou si un acte n'est pas justifié, et elle seule permet de juger les politiques économiques. C'est-à-dire lorsqu'on vous accable de chiffres pour vous dire vous voyez bien qu'il faut faire telle ou telle politique, la vérité c'est que ce genre de démonstration, ou prétendue telle, n'a aucun lien logique, n'établit aucun lien logique entre ce que l'on prétend décrire et ce que l'on prétend justifier. Encore une fois, c'est ce que les logiciens appellent un non sequitur, il ne s'ensuit pas d'une description quelconque par la science, y compris expérimentale, que telle ou telle politique soit justifiée ou soit condamnable. Alors évidemment, la théorie économique est là pour nous dire que les politiques économiques et sociales n'ont pratiquement jamais les effets que prétendent leurs partisans et leurs administrateurs. Elle est là pour dire que ces politiques sont vaines. Et dans la pratique, malheureusement pour l'idée qu'on peut se faire de la nature humaine, c'est après avoir découvert que ces politiques ne marchent pas, que la plupart des gens deviennent libéraux, que nous sommes, enfin en ce qui me concerne, moi je suis devenu libéral, en constatant que ces politiques ne pouvaient pas avoir les effets qu'on en attendait, parce que auparavant, je trouvais, comme la plupart des gens qui croient à la justice sociale, à l'intérêt général et autres solidarités, que tous les actes délictueux et criminels que commettent les hommes de l'État étaient justifiés par leur prétention à servir l'intérêt général. Donc on découvre que la prétention à servir l'intérêt général en violant la morale sociale naturelle est criminelle après avoir découvert que ces violations n'ont pas les effets qu'on attend de leurs partisans. Néanmoins, il n'en est pas moins que si, historiquement, dans le développement intellectuel de chacun, la découverte du caractère criminel de la redistribution politique vient en dernier,
elle aurait dû venir en premier. Parce que le décalogue, qui ne fait en l'espèce que refléter la morale sociale naturelle, interdit de voler, point final, avec tout ce qui s'ensuit. On aurait dû, les gens qui, ayant passé l'âge de raison, comprennent que la violence ne conduit qu'au conflit et à la destruction, aurait dû immédiatement déduire du fait que les politiques économiques et sociales s'emparent du bien d'autrui sans son consentement, leur caractère injustifié, indépendamment de la question de savoir si elles pouvaient avoir ou non les effets qu'on en attendait. Elles n'ont pas les effets qu'on en attend, mais cette question-là est secondaire, elle n'est même pas pertinente. S'il s'agit de les justifier, la philosophie politique est seule et pertinente pour décider de la chose. Alors, étant donné cette liste de vérités logiques, essayons d'entrer dans le détail des formes du pseudo-expérimentalisme, de ce charlatanisme pseudo-expérimentaliste en économie. Je voudrais signaler, disons, à la suite de cette énumération de vérités logiques, que la qualité, la validité de ces affirmations dépend évidemment de la qualité des définitions. Car derrière le pseudo-expérimentalisme, qu'on pourrait dire associé à des analphabètes philosophiques, au mouvement, je dirais, des saint-simoniens, au mouvement des positivistes, qui sont par définition des analphabètes philosophiques, puisqu'ils nient la possibilité d'une vérité philosophique. Il y a derrière une tradition qui consiste à contester les rapports entre les définitions et la réalité, c'est-à-dire à méconnaître la manière dont l'observation du réel et la réflexion sur la réalité connue conduit à des définitions. C'est-à-dire qu'il y a derrière le pseudo-expérimentalisme, il y a ce qu'on appelle le nominalisme, l'affirmation selon laquelle les définitions sont arbitraires. On va retrouver cette idée absurde, parce que si elle était vraie, eh bien elle disqualifierait toute politique économique de toute façon, toute politique sociale, parce qu'une politique économique et sociale ne pourrait pas être vraie, aucune prescription normative ne peut être vraie si les définitions ne peuvent pas être vraies. Et par conséquent, prétendre disqualifier le droit de propriété, là, c'est-à-dire la morale sociale et naturelle, au nom de ce nominalisme, au nom du caractère prétendument arbitraire des définitions, eh bien, c'est disqualifier toute politique. Le socialiste qui prétend disqualifier la morale sociale naturelle au nom du caractère arbitraire des propositions philosophiques, lui-même dépendant du caractère prétendument arbitraire des définitions, celui-là se réfute lui-même en prétendant réfuter les autres. Mais je pense qu'il faut... Et c'est pour ça que nous demeurons dans le principe de plus 2 égale 5. Nous restons dans l'absurdisme. Et dans l'absurdisme sous prétexte de science expérimentale. Mais je pense qu'il ne faut pas trop insister sur ce point. On l'a déjà évoqué dans une émission précédente. Et on va forcément être amené à répéter ce qu'on a dit à propos de l'émission. Mais quitte sur le pseudo-expérimentalisme. Quitte à enfoncer le clou, je rappellerai aussi qu'il y a la perversion des nominalistes qui consiste, étant donné une définition parfaitement cernée de la réalité, à faire évoluer son contenu. Et j'ai par exemple dans l'esprit la notion d'inflation. Au départ, l'inflation était parfaitement cernée et il a fallu ces économistes Keynes et ses successeurs pour en arriver à rendre complètement flou le concept d'inflation. Ouais, mais ça, c'est l'idée suivant laquelle une chose ne peut exister que si on peut la mesurer. Et cette erreur-là, on va la retrouver sans arrêt dans le cercle vicieux du charlatanisme pseudo-expérimental. On la retrouve, et ce charlatanisme pseudo-expérimental non seulement empêche d'éliminer les erreurs, mais accumule les erreurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a inventé une fausse définition de l'inflation, parce qu'on veut la fonder sur des observations statistiques, eh bien elle va perdurer. Exactement. Alors, les formes du charlatanisme pseudo-expérimentaliste en économie. Oui, parce que nous sommes arrivés
à une certaine durée de l'émission, il faudrait un petit peu accélérer si on veut traiter les deux points qu'on avait encore en perspective. Illustrons donc cette prescription en allant de l'avant. Alors, premier procédé, noyer le poisson en occultant le lien logique ou son absence entre les faits réels ou imaginaires et ce qu'on prétend prouver. Et c'est la première chose dont il faut parler parce que c'est notre conclusion la plus importante, celle qui vient en dernier au terme d'un long effort, pour reprendre l'expression d'Alain Besançon. Alors, la première forme du procédé pseudo-expérimentaliste, ça consiste dans la forme grossière, l'intimidation par les chiffres. Il y a des charlatans qui ont connu une sorte d'initiation à la science économique quand ils étaient en première année de leurs études et qui s'imaginent, comme nous le faisions au même niveau de connaissance, qu'il suffit de citer des chiffres pour connaître les réalités. Et c'est d'autant plus gênant pour nous que nous, comme nous avons compris il y a un certain nombre d'années que la théorie économique n'est pas une science expérimentale, les chiffres ne nous en servons plus pour prouver les choses, mais uniquement pour les illustrer. Et de sorte que ces chiffres-là, on ne les connaît pas forcément. On s'attache à certains chiffres qui illustrent certaines vérités, mais comme ils ne sont pas... ils ne prouvent rien en eux-mêmes, et certainement pas des justifications quelconques, nous sommes un petit peu désarmés quelquefois face à ces charlatans qui nous avancent des chiffres. Alors, deuxième forme de sophistique pseudo-expérimentaliste, ça consiste dans ce que Frédéric Bastiat dénonçait, ce que nous avons appelé les sophismes anticomptables, qui consistent à nier les raisonnements, je dirais, arithmétiques ou au moins algébriques, qui forment le premier niveau de la théorie économique. Cette sophistique consistera à citer un certain nombre de réalités, tout en occultant d'autres réalités qui lui sont forcément liées. On attirera l'attention sur ce que les hommes de l'État distribuent, et on occultera ce que les hommes de l'État volent pour distribuer. Alors qu'on sait parfaitement que les hommes de l'État ne distribuent rien qu'ils n'aient volé ou qu'ils ne se préparent à voler par la suite, puisqu'aujourd'hui, ils dépensent de l'argent qu'ils empruntent. Troisièmement, la disqualification des logiciens comme des idéologues. Puisque nous refusons d'appliquer la méthode expérimentale là où elle n'est pas applicable, puisque on ne peut pas définir l'expérience cruciale qui permettrait de prouver ou de réfuter l'affirmation sur laquelle 2 et 2 font 4, eh bien on va nous traiter d'idéologues. Nous sommes des dogmatiques. Nous serions... notre attachement aux vérités logiques aurait un caractère religieux. Moi j'ai vu ça, j'ai vu accuser les partisans du libre-échange d'un dogmatisme religieux parce qu'ils croient que 2 et 2 font 4. Alors, fondamentalement c'est ça, 2 et 2 faisant 4, la tête sur le bio, celui qui préfère conserver son amour-propre plutôt que sa tête, dira toujours que 2 et 2 font 4. C'est peut-être pas, ça ne plaide peut-être pas en faveur de son sens de l'opportunité, mais ça ne le disqualifie pas comme savant. Si nous pensons que 2 et 2 font 4, et si ce que nous disons est équivalent à dire que 2 et 2 font 4, eh bien c'est nous qui sommes les savants, et c'est eux qui sont les charlatans. Et là-dessus, à cet égard, on peut rappeler justement cette incapacité à lier les définitions à la réalité qui fondent le pseudo-expérimentalisme, le charlatanisme pseudo-expérimental en économie. C'est une citation de Leonard Peikoff dans un texte qui s'appelle La dichotomie analytique synthétique, et qui justement dénonce cette fausse opposition entre la logique et l'expérience de la part de gens qui ne comprennent pas que la logique est un produit de l'expérience, et surtout comment c'est un produit de l'expérience.
Leonard Peikoff dit: il y a quelques années, je défendais le capitalisme dans une discussion avec un éminent professeur de philosophie. En réponse à son accusation, comme quoi le capitalisme conduirait à des monopoles coercitifs, j'expliquais que de tels monopoles sont le résultat de l'intervention de l'État et sont logiquement impossibles dans un régime capitaliste. Le professeur fut singulièrement insensible à mon argument, répliquant avec une marque de surprise et de dédain: logiquement impossible. Bien sûr, si on admet vos définitions, vous ne faites que dire que quelque part du marché qu'elle puisse contrôler, vous n'appellerez pas une entreprise un monopole coercitif si cela se produit dans un système que vous appelez capitalisme. Votre opinion est vraie par décision arbitraire, c'est une question de sémantique, elle est logiquement vraie, mais pas factuellement vraie. Laissez maintenant la logique de côté et soyez sérieux, considérer les véritables faits empiriques dans cette affaire. Pour ceux qui n'ont pas de formation philosophique, cette réponse sera renversante. Pourtant, ils en rencontrent les équivalents partout. Les présupposés qui la sous-tendent imprègnent notre atmosphère intellectuelle comme des microbes d'une peste noire épistémologique qui se tiendrait à l'affût pour infecter et abattre toute idée qui se réclamerait d'une argumentation logique concluante. Peste qui répand le subjectivisme et la dévastation conceptuelle dans son sillage. Cette peste est une théorie formelle chez les spécialistes de la philosophie. On l'appelle la dichotomie analytique-synthétique. Elle est acceptée sous une forme ou sous une autre pratiquement par tous les philosophes contemporains influents, aussi bien les pragmatiques que les positivistes logiques, les analystes et les existentialistes. La comparaison avec une peste n'est pas complètement exacte. Une peste attaque le corps de l'homme, non sa faculté conceptuelle. Elle n'est pas propagée par ceux dont c'est le métier d'en protéger les gens. Aujourd'hui, chacun doit être son propre garde du corps intellectuel, sous quelque forme qu'il soit confronté à la théorie de la dichotomie analytique-synthétique. Il doit être capable de la déceler, de la comprendre et de lui répondre. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra résister à l'assaut et demeurer épistémologiquement intact. La dichotomie analytique-synthétique, c'est précisément cette fausse analogie, cette fausse opposition entre les vérités logiques et les vérités factuelles, et qui tient à ces nombreuses traditions philosophiques qui méconnaissent les relations entre les définitions et la réalité. La sémantique est l'instrument de validation des propositions philosophiques, et si vous ne comprenez pas que la sémantique est une discipline légitime, et qu'elle a ses disciplines, ses exigences, l'interdépendance des concepts, et ses moyens de preuve, souvent méconnus, comme la contradiction pratique, dont on a déjà donné un exemple sous la dénomination de vol des concepts, eh bien on tombera dans le piège du « je prouve statistiquement que 2 et 2 font 5 ». Alors, il faut rappeler à ce titre que la théorie sociale dépend de propositions logiques. Premièrement, ces propositions logiques sont nécessaires pour qu'elle ait un sens. On s'en veut par exemple d'avoir rappelé que les jugements de valeur sont des actes de la pensée, et plus encore que la contradiction est la preuve absolue d'une erreur. On est obligé de se rappeler ça, parce que ceux qui ne se soucient pas de logique refusent de voir qu'une approche soi-disant expérimentale, qui demeure logiquement incapable de définir une expérience cruciale, est forcément vaine et charlatanesque. Qu'on ne peut prétendre déduire des propositions de la normative de la science qui est par nature purement descriptive, et qu'une définition contradictoire de la justice n'est pas une définition du tout. Donc on s'en veut d'avoir à rappeler ces 3 vérités essentielles, parce que les tenants du nominalisme, les tenants des dichotomies analytiques-synthétiques, vont opposer la recherche de prétendues observations factuelles à ces vérités logiques, sans lesquelles la théorie sociale n'a pas de sens. Encore une fois, celui qui prétend disqualifier les définitions dont ces propositions logiques dépendent se disqualifie lui-même. C'est la contradiction fondamentale du positivisme dont, malheureusement, il semble que certains y demeurent aveugles. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la logique est attaquée par ce qu'on peut appeler la rhétorique. Et c'est là encore Frédéric Bastiat qui a beaucoup insisté sur ce point. Il faut appeler ça la sophistique. Oui, parce qu'il y a une bonne rhétorique et une mauvaise rhétorique. Celle à laquelle je fais allusion, c'est la mauvaise rhétorique, qui va en particulier passer par des définitions amendées
par des mots. Ce qu'on appelle les anticoncepts. Alors les définitions amendées, ça veut dire dénaturer le sens des mots pour engendrer des confusions que les définitions correctes, précisément, étaient là pour éviter. Lorsque vous mettez dans le même sac, sous la même dénomination, des réalités qui ont un sens totalement différent, comme par exemple si vous mettez dans le même sac le pouvoir économique et le pouvoir politique, eh bien vous allez attribuer à l'un les conséquences de l'autre, et vous ne saurez plus les distinguer. Et la théorie économique, comme toute discipline logique, est là pour faire les distinctions nécessaires et non pas pour les remplacer par des confusions. François, le temps nous presse. Il faudrait en arriver au troisième point qu'on va illustrer rapidement et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, le cercle vicieux du charlatanisme. Non, il y a une autre caractéristique de la théorie sociale, c'est qu'elle dépend de propositions logiques qui prouvent logiquement que celle-ci ne peut pas être expérimentale. Ça, on l'a vu à propos du pseudo-expérimentalisme en économie. La science expérimentale repose, la théorie fondée sur l'expérience repose sur l'hypothèse comme quoi les systèmes étudiés demeurent les mêmes d'une expérience à l'autre. Or là, on a affaire en théorie sociale à des êtres pensants qui ne cessent d'accumuler de l'information. Il n'y a donc jamais deux expériences identiques, et ce qu'on appelle les expériences, ce sont des événements singuliers historiques dont aucun ne peut confirmer ni réfuter les enseignements de l'autre. La seule théorie sociale que l'on puisse faire dans ces conditions-là est déduite de la nature des relations entre l'homme et les produits de son action et de la nature des relations des hommes entre eux. On ne peut pas la déduire de l'observation historique parce que l'observation historique ne se fait jamais dans les mêmes conditions. Enfin, on l'a aussi démontré, la théorie sociale repose sur des présupposés qui impliquent une politique déterminée, dans la mesure où la discussion scientifique implique la politique du respect de la personne et des possessions de l'autre. Et l'argument du gros bâton depuis les Grecs est disqualifié, comme ce qu'on appelle argumentum ad baculum, et en conséquence de quoi, quiconque emploie la violence contre les autres est automatiquement disqualifié comme savant. Et on l'a vu à propos du socialisme, que c'est ce que le socialisme prétend faire, s'imposer par la force, s'imposer par la violence, et par conséquent violer les conditions politiques de la discussion scientifique. Alors, il y a deux explications à ces absurdités. Il y en a même trois. Le premier, c'est le cercle vicieux de l'incompétence philosophique. Dès lors que vous avez un préjugé expérimentaliste, dès lors que vous avez un préjugé contre la philosophie, contre les définitions, vous n'apprenez pas à définir correctement les mots, vous n'apprenez pas correctement à identifier le rapport entre les propositions logiques et la réalité. Deuxième explication, le prestige de la science expérimentale. Je suis en train de relire The Counter-Revolution of Science de Hayek, qui décrit l'effrayante armée de pseudo-expérimentalistes depuis la fin du XVIIIe siècle, qui donnent tous l'impression qu'ils vont révolutionner la science politique et sociale, qui vont la remplacer par quelque chose qui enfin sera scientifique, alors qu'auparavant c'était de la métaphysique, comme ils disent, et le prestige de la science qui est derrière, de la science expérimentale, leur permet d'intimider leurs contradicteurs, surtout s'ils emploient des chiffres et des abracadabras mathématico-statistiques quand ils ne sont pas hasards, quand il s'agit d'intimider. Enfin, très important du point de vue pratique aujourd'hui que le socialisme est au pouvoir, l'alibi aux échecs des expériences socialistes. Le socialisme a toujours été démontré absurde, il a toujours été démontré destructeur, mais le socialiste pouvait disqualifier le raisonnement logique et prétendre faire des expériences. Et les expériences socialistes, en général,
ont donné des résultats catastrophiques. Mais l'avantage du préjugé pseudo-expérimentaliste, c'est qu'on peut toujours dire, dans le cadre des prescriptions de la méthode expérimentale, qu'il y avait un élément qui a fait échouer l'expérience et qui ne disqualifie pas le socialisme en tant que tel. Ce sont les mauvaises récoltes de l'Union soviétique ou de la Corée du Nord. On peut toujours, dans une approche pseudo-expérimentaliste, invoquer un élément inconnu. Alors que si on veut bien admettre de raisonner logiquement, on se rend compte que la destruction est inhérente au socialisme, parce que le socialisme, c'est le vol, parce que le socialisme, c'est la violence. Alors, dans ces dispositions d'esprit, ce qu'on va observer, c'est le cercle vicieux du charlatanisme. C'est-à-dire ce qui se passe lorsque des statisticiens et des historiens font irruption dans une discipline théorique qu'ils n'ont pas étudiée, c'est-à-dire sans savoir quoi chercher, ni comment chercher, ni où, sans capacité logique, faute d'avoir appris à raisonner dans ce domaine, et a fortiori, lorsqu'ils ne reconnaissent pas la nécessité du raisonnement logique en la matière. Cette disposition d'esprit est aggravée par le fait que non seulement ils n'ont pas appris le raisonnement logique qui constitue la théorie économique et la philosophie politique, mais qu'ils arrivent armés de connaissances de type scientifique, comme par exemple la statistique ou l'économétrie, qu'ils ont apprises, et qu'ils ont bien apprises, mais qu'ils évidemment ne savent pas appliquer au domaine de l'action humaine. Ou la modélisation. Alors là, c'est le fin du fin, modélisation économétrique, qui va allier à la fois des chiffres, des statistiques et des relations de type mathématique entre le problème de l'observation statistique quand il s'agit de prouver une relation causale, c'est qu'une politique peut très bien avoir des effets avant d'avoir été mise en œuvre, parce que les gens prévoient qu'elle va être mise en œuvre. Et dans ces cas-là, le fait que quel événement succède à tel autre ne prouve pas que le second soit la cause du premier. Parce que cet événement, en réalité, a été prévu par les gens. Ce qu'on appelle les anticipations en économie brouillent considérablement l'observation. Et notamment en ce qui concerne les impôts. Il y a un raisonnement qui dit en matière fiscale que si les impôts peuvent ne pas avoir d'effet sur la production, c'est en raison de ce qu'on appelle l'effet de revenu. Or, l'effet de revenu est entièrement dépendant des anticipations, contrairement à ce que croient les économistes mathématiciens, qui le décrivent parfois dans un contexte où l'incertitude n'existerait pas. Donc, dans ces conditions-là, l'observation statistique est souvent impuissante à observer des relations causales que le raisonnement de ceux qui sont en cause dont le raisonnement des gens qui sont en cause permet de s'assurer. La statistique est donc à utiliser avec les plus grandes précautions, et quand on ne sait pas quelles précautions il y a lieu de prendre, eh bien on ne les prend pas. Alors, conséquence, cette démarche, pour commencer, entrave la compréhension des choses les plus simples. On parlait de l'inflation comme exemple au départ. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on croit que la succession dans le temps est la preuve d'une causalité? On va voir dans un contexte d'inflation les prix à la production augmenter avant les prix à la consommation. Et on va dire les prix à la consommation augmentent parce que les prix à la production ont augmenté. En réalité, ce qui se passe, c'est que la politique d'inflation de la Banque centrale fait monter les prix à la production avant de faire monter les prix à la consommation. L'un n'est pas la cause de l'autre, les deux phénomènes sont dus à une cause qui est la seule cause possible, qui est la politique monétaire. Mais le statisticien qui ne connaît pas la théorie monétaire, laquelle existe quand même depuis Xénophon
eh bien, il va inventer un concept qui ne disparaîtra qu'à partir du moment où il aura renoncé à son préjugé pseudo-expérimentaliste, qui est celui de l'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts, c'est un pseudo-concept, en tant qu'explication, c'est une explication circulaire, qui consiste à dire que certains prix augmentent parce que certains prix augmentent, mais en tant que révélatrice d'une attitude scientifique, ça traduit une démarche qui s'est ruée vers l'observation des chiffres, avant de réfléchir au départ à ce qu'on pouvait savoir sans observer les chiffres en question. Ou bien qui va utiliser comme phénomène causal quelque chose de tout à fait extraordinaire qui est censé provoquer un grand bouleversement. Et on aime bien aujourd'hui rappeler le fameux effet papillon, le battement d'ailes qui va se produire au Japon et qui va donner de grandes Donc, ce qui est intéressant dans cet effet papillon, c'est qu'il est applicable de façon indifférenciée à des phénomènes naturels comme la météorologie, pour lequel il a été inventé, et à des phénomènes humains tels que le système des prix. Oui, à commencer par le prix du pétrole. À chaque instant, on parlait l'autre jour de ce que Jacques Rueff appelait le mécanisme des prix. Il n'y a pas de mécanisme des prix. C'est pas un mécanisme. À toutes les étapes de la transmission des causes dans le système de prix, il y a un individu qui pense et qui réfléchit à l'avenir, qui spécule, comme disent les gens qui n'y connaissent rien. Qui spécule de façon péjorative. Voilà. La spéculation est la forme la plus haute de l'activité intellectuelle, mais les analphabètes économiques ne le savent pas. Donc, il y a à toutes les étapes de la transmission des relations causales dans le système des prix, il y a quelqu'un qui pense et qui réfléchit, qui cherche à s'adapter, qui cherche à inventer. Donc il n'y a pas de mécanisme. Et cette notion d'effet papillon, c'est du scientisme à la mode, c'est du scientisme du XXe siècle, par opposition au scientisme du XIXe siècle. C'est très bien pour les scientistes, ça leur donne l'impression qu'ils en savent plus que leurs prédécesseurs, ce qu'ils adorent, mais ça ne sert à rien. Et en l'espèce, j'ai cité l'effet papillon pour faire apparaître justement l'importance de la mauvaise rhétorique qui va essayer de faire valoir un phénomène de causalité sous un jour attrayant qui laissera chacun... Une explication causale, non pas un phénomène de causalité. Une pseudo-explication. Mais alors, justement, il y a cette accumulation des erreurs, mais il y a aussi l'impossibilité de progresser. Moi, ce qui m'a frappé en lisant les économistes de Chicago, qui sont marqués par un pseudo-expérimentalisme, ils sont bien formés, mais ils s'imaginent qu'il faut vérifier que 2 et 2 font 4. Alors ils perdent beaucoup de temps à vérifier que 2 et 2 font 4, alors que nous savons que c'est pas la peine. Et on a toujours l'impression qu'ils sont en deçà, dans leur conclusion, ils sont en deçà de ce qu'ils auraient pu découvrir s'ils avaient passé moins de temps à vérifier et plus de temps à réfléchir. Oui, mais c'est qu'en l'espèce, les économistes de Chicago dont parle François Guillaumas, ce sont ceux qui ont inventé ce qu'on appelle la théorie monétariste. Friedman et son école dans la décennie 50, décennie 40. En ce qui concerne les droits de propriété, c'est la même chose. Oui, mais ils ont toujours en ligne de mire... Il n'y a pas que la théorie monétaire. Non, je suis d'accord. Et il n'y a pas que les statistiques agrégées qui soient en cause. Mais ils ont toujours en ligne de mire des théories justement irréalistes qui se veulent logiques, et ils essaient, en utilisant les armes de ces théoriciens, de prouver le contraire. Justement, ces théoriciens qui démontrent statistiquement 2 plus 2 font 5, eux essaient de prouver statistiquement que 2 font 4. Donc du point de vue de la rhétorique, ça peut être utile. C'est même peut-être indispensable. Peut-être qu'on a besoin de gens qui perdent leur temps à prouver statistiquement que 2 et 2 font 4, parce qu'il y a des gens qui ne croiront que des arguments chiffrés.
qui croiront jamais que 2 et 2 font 4 parce qu'on leur a dit que 2 et 2 faisaient 4, et ils croiront jamais que ça sert à rien de vérifier que 2 et 2 font 4 en comptant les petits cailloux ou les bâtonnets. Bon, donc du point de vue rhétorique, il y a une clientèle pour ce genre d'argumentaire-là. Mais pour ce qui est de faire progresser la science économique, on a toujours l'impression qu'ils sont bridés par ces pertes de temps. Et alors, c'est comme ça qu'on en arrive qu'ils en arrivent à ne pas découvrir des choses que nous avons naturellement découvertes, comme la notion d'irresponsabilité institutionnelle appliquée à la production d'informations. Cette notion d'irresponsabilité institutionnelle, elle pourrait leur être familière, parce que finalement, c'est quand même un raisonnement à l'équilibre. Un raisonnement à l'équilibre appliqué à la production d'informations. On compare, a priori, l'intérêt qu'il y a à s'informer à l'enjeu de la décision à laquelle on est concrètement confronté. C'est donc quelque chose dont ils ont l'habitude. Mais ils ne le font pas parce que c'est un raisonnement... parce qu'ils perdent du temps à essayer de formaliser mathématiquement et de vérifier statistiquement des vérités qui sont nécessaires. Autre découverte qu'il est très difficile de leur faire comprendre après que nous les avons faites, c'est tout ce qui concerne la loi de Bitur-Camembert. Parce que pour découvrir la loi de Bitur-Camembert, il faut être capable à la fois de raisonner en termes d'équilibre et en termes d'incertitude. Car empiriquement, statistiquement, et je dirais même logiquement, parce que le politicien n'agit que s'il pense pouvoir en profiter. Ce qu'on observe, c'est des gens qui profitent, ou qui croient profiter de la redistribution politique. Et ce que nous disons, nous, avec Bitur-Camembert, c'est que la redistribution politique, en tant que telle, ne profite à personne. Mais pour comprendre que la redistribution politique, en tant que telle, ne profite à personne, il faut un raisonnement comptable, c'est-à-dire un raisonnement a priori, qui consiste à dire, imaginons qu'au lieu de faire une carrière d'homme de l'État, c'est-à-dire d'investir dans la prédation, l'homme de l'État, il choisit de devenir un producteur, de faire pousser des navets. Eh bien, rien ne prouve qu'il n'aurait pas produit ces navets. En d'autres termes, les navets qu'il n'a pas produits font partie des destructions qui sont dues à la redistribution politique, laquelle l'a engagé à faire une carrière de prédateur, de criminel. Ce raisonnement comptable-là, en outre, ne se traduit pas dans les statistiques. Les statistiques sont absolument pas faites pour montrer à quel point la redistribution politique est destructrice. Bien au contraire, les statistiques de produit national comptent la prétendue production des hommes de l'État pour la charge, au prix de la charge qu'elle inflige aux producteurs, alors qu'on sait, a priori, encore une fois, on sait par définition, que puisqu'il faut voler l'argent, les producteurs en question ne sont pas d'accord, n'évaluent pas les prétendus services en question au prix qu'on les force à payer. Donc on sait très bien que les statistiques en question, en l'espèce, sont systématiquement mensongères. Elles surestiment forcément la production des hommes de l'État. Donc, du point de vue rhétorique, du point de vue logique, c'est la chose la plus facile du monde que de prouver la loi de Bitur-Camembert, mais si on veut faire de la rhétorique à la manière des économistes de Chicago, et prouver par des illustrations statistiques, à défaut de le prouver par des preuves statistiques, étant donné l'impossibilité de définir une expérience cruciale, que effectivement la redistribution politique en tendance détruit la totalité de ce qu'elle vole, on aura toutes les peines du monde. Les statistiques ne sont pas faites pour ça, et fondamentalement, elles ne peuvent pas le prouver, elles ne peuvent que l'illustrer. La loi de Bitur-Camembert est vraie a priori, et pour comprendre ce raisonnement a priori, il faut maîtriser le raisonnement comptable, maîtriser le raisonnement à l'équilibre, et savoir distinguer ce qui relève de l'incertitude et ce qui n'en relève pas. Chose que précisément on n'apprend pas si on s'imagine qu'il suffit de regarder les chiffres et d'établir des corrélations. Autrement dit, en tant que science, la science économique est logique, nous l'avons dit en préalable, et elle peut
utiliser les statistiques ou les mathématiques, non pas comme point de départ, mais disons comme point d'arrivée, utiliser les statistiques pour illustrer certains développements qui auront été faits de façon logique, et mathématiquement pour résumer des portions de raisonnement qui pourront être représentées géométriquement ou représentées par un petit modèle algébrique. Alors, en conclusion, ce qu'on va dire, c'est que cette démarche pseudo-expérimentaliste, dans la mesure où elle est anti-scientifique, va permettre l'accumulation d'un certain nombre d'erreurs dont leurs tenants n'auront pas les moyens intellectuels de découvrir le caractère absurde. C'est comme ça que le charlatanisme keynésien continue de prospérer, du moins chez les économistes à la française. C'est comme ça que des gens peuvent vous expliquer que Lionel Jospin, avec sa politique qui comprenait les 35 heures, aurait relancé la croissance. C'est comme ça que se développent les théories dites du développement durable et plus généralement de l'écologie politique, telles que nous les avons réfutées à l'occasion des missions précédentes. Et qui repose sur un préjugé matérialiste que Hayek avait réfuté dans le livre que nous avons cité tout à l'heure, The Counter-Revolution of Science. En conséquence, nous ne risquons pas d'en être débarrassés. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui commandent à la police. François Guillaumat, merci. Notre émission a été un peu longue cette fois. J'espère que les auditeurs nous pardonneront. Je les remercie d'avance de leur écoute et je leur dis à bientôt sur cette même antenne.